Traumatisme. Dissociation. L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation, au pluriel, pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie. Elle est complètement dissociée. C'est un état dissociatif. Il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Sandra Mazera nous parle des troubles dissociatifs en psychothérapie transculturelle, ou comment les différences de culture entre patients et psychothérapeutes peuvent être un frein à la compréhension de la dissociation et comment éviter cet écueil. Sandra Mazera, bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute reconnue au niveau fédéral en Suisse et vous avez une consultation privée au Mont-sur-Lausanne depuis 10 ans. Vous travaillez depuis 20 ans dans le domaine du psychotraumatisme sévère, notamment de l'exil et de guerre. Vous êtes formé en systémique, en psychologie d'urgence. Vous êtes superviseur EMDR Europe et vous donnez des formations qui articulent l'approche transculturelle et le psychotraumatisme. Vous avez écrit entre autres un article intitulé « Les approches transculturelles, une manière d'aborder la spiritualité en psychothérapie » qui a remporté le prix Fischer en 2021, ainsi que le chapitre « Psychotraumatologie et clinique transculturelle, conceptualisation d'un TDI à forme de possession » dans le livre « Évaluer et prendre en charge le TDI » sous la direction d'Éric Binet chez Duno. Et puis vous faites partie du comité de notre association, l'AFTD, notamment en tant que vice-présidente suisse pendant 5 ans. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir au sein de notre podcast Dissociation. Bienvenue Sandra Mazera et merci d'être là. Bonjour, je remercie l'AFTD de consacrer l'un de ses podcasts à la question du lien entre dissociation et culture et de m'inviter à en discuter ici. Les migrations de population ont toujours existé et elles continuent aujourd'hui, précipitées également par les drames et conflits. Notre pratique de psychotraumatologue s'en trouve toujours concernée de près ou de loin. La prise en compte de la dimension culturelle se révèle essentielle également pour évaluer les troubles dissociatifs, car les patients migrants peuvent exprimer leur souffrance sous des présentations très culturellement inscrites. Et cela s'avère particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'exprimer un vécu de dissociation. Rencontrons Monsieur Ali. Monsieur Ali a 50 ans, migrant exilé, dont le passé est jonché d'événements difficiles depuis le premier âge. Maladie, puis handicap, pauvreté, violence intercommunautaire dans un pays en guerre depuis plus de 50 ans, un chemin d'exil aux multiples traumatismes aussi. Après plus d'1 an de suivi qui a permis une stabilisation, une bonne alliance, il évoque pour la première fois à demi-mot qu'il est harcelé par un esprit, une femme djinn, qui vient parfois prendre possession de lui fait perdre le contact avec la réalité terrestre et le torture en lui infligeant comme des coups depuis l'intérieur. À ce moment-là, il devient mutique, fond en larmes, tremble, grimace de douleur, est comme absorbé par quelque chose qui se passe. Puis soudain, il revient à lui, parfaitement orienté, de nouveau avec nous. Et il dit « Une partie de moi aimerait tout vous dire de ce qu'il s'est passé, ne plus être seul avec ça, mais elle ne veut pas que je parle, elle me torture si je parle. » Comment considérer les troubles dissociatifs en clinique transculturelle ? Peut-être commençons par la culture elle-même. La culture peut être définie comme l'ensemble des matériaux de signification, représentation, croyances, systèmes de valeurs, comportements, conscients et inconscients, qui permettent aux individus de fonctionner en groupe par l'établissement de normes et de règles. Ces matériaux précèdent l'individu, l'imprègnent au travers de la transmission transgénérationnelle, co-construisent son identité et sa manière d'être au monde. Dans cette grille de lecture,
le premier contenant psychique de l'individu est culturel et représente à la fois son étayage fondamental interne, mais aussi son enveloppe externe. Face au trauma, l'être humain se repliera toujours sur ses signifiants culturels fondamentaux, généralement largement implicites à lui-même. Sa nécessaire recherche de sens et ses réflexes de survie prennent racine dans ce premier contenant culturel. Ce besoin de symbolisation est considéré comme universel. Ainsi, chaque groupe puise dans sa matrice culturelle de quoi donner sens, des représentations qui permettent de distinguer le normal du pathologique, la santé de la maladie, les causes et les soins adéquats. Ainsi, tout symptôme ne prend sens que dans une culture donnée. Bien sûr, thérapeutes et patients ont chacun leur propre modèle explicatif de la maladie et du soin, pour reprendre les concepts d'Arthur Kleinman, anthropologue et psychiatre, professeur à l'université de Harvard. Le défi du transculturel est de mettre à jour et expliciter chacun de ces modèles intériorisés, les mettre en vis-à-vis, puis trouver comment les articuler afin de co-créer un système thérapeutique métaculturel, c'est-à-dire au-dessus du seul facteur culturel, et qui fasse sens pour chacun, qui soit opérant. Prenons l'exemple du flashback ou une reviviscence visuelle. Est-ce un symptôme typique du tableau post-traumatique? Ou est-ce une preuve qu'un esprit nous intruse en raison d'une faute que l'on a commise? Le soin consiste-t-il en se libérer de cette image, par exemple par une exposition progressive? Ou s'agit-il de faire appel à un guérisseur spirituel et procéder à une offrande? La culture a une influence importante sur les réactions subjectives face à l'événement traumatique. Elle détermine ce qui fait trauma, comment il s'exprime et comment il se soigne. Et nombreux sont les auteurs à souligner le risque d'ethnocentrisme occidental en psychiatrie du trauma, car les symptômes post-traumatiques peuvent être très culturellement codés et leur mauvaise interprétation peut être source d'erreurs diagnostiques dont les plus fréquentes sont une sous-évaluation de la sévérité du tableau post-traumatique, une surreprésentation des diagnostics de troubles borderline ou une surreprésentation des diagnostics de psychose. Ce dernier risque nous intéresse tout particulièrement par rapport à la question de la dissociation. Continuons avec M. Ali. Il évoque la possession comme cause de ces symptômes, conséquence du harcèlement d'une femme djinn. Les études témoignent que la possession est souvent évoquée par les patients migrants pour décrire toutes sortes d'événements, qu'il s'agisse de maladies ou pas. Mais ici, M. Ali rapporte des symptômes de présentation psychotique. Si on en faisait le status formel, ce serait hallucination somesthésique, les coups de l'intérieur, hallucination auditive, les injonctions verbales de la femme djinn, des discontinuités de la conscience au moment de l'acte de possession, des amnésies du moment de possession, un vécu de possession et de déréalisation. Alors, s'agit-il de manifestations de psychose? Ces manifestations sont-elles culturellement codées, partagées et admises dans la matrice culturelle d'origine de M. Ali? Comment évaluer la psychose en contexte transculturel? Plusieurs auteurs ont participé à un changement de paradigme majeur en psychiatrie, essentiel à notre propos. Citons l'un des plus actifs à l'heure actuelle, Andrews Moskowitz, professeur de psychopathologie à l'université George Washington. Alors que les symptômes schneideriens dits de premier rang sont reliés historiquement à la psychose et servaient même à la définir, ces études retrouvent plus fréquemment ces mêmes symptômes dans le cadre des troubles dissociatifs d'origine post-traumatique, notamment les hallucinations auditives et les altérations de la conscience. Cette lecture transdiagnostique des symptômes d'allure psychotique est plus pertinente encore en clinique transculturelle, puisque finalement,
les représentations pour distinguer le normal du pathologique et donc évaluer une psychose peuvent beaucoup diverger entre le thérapeute et le patient. On voit là bien toute l'importance de donner sens aux hallucinations de M. Ali au regard du modèle explicatif du patient, en s'informant sur le phénomène de possession qu'il évoque, et ce, sur les deux niveaux selon la méthodologie transculturelle. Le premier niveau est dit idiosyncrasique, c'est ce que le patient lui-même croit et vit de cette possession, autrement dit sa propre phénoménologie. Le deuxième niveau est celui dit culturel. Quelles sont les représentations collectivement partagées de ce type de possession dans la matrice culturelle du patient? Ce qui amènera le clinicien à recourir à de la littérature anthropologique, ethnopsychiatrique et idéalement à faire appel à un référent culturel qui, dans la situation de M. Ali, a été Madame Saïda Mohamed Ali, interprète médiatrice culturelle. M. Ali réagit positivement à notre intérêt pour le modèle explicatif de la possession et il s'ouvre davantage en décrivant une relation de longue date entre lui et cette femme djinn, jonchée d'anecdotes diverses qu'il nous raconte. Mais depuis qu'il souhaite aborder avec nous les traumatismes du passé, cette femme djinn l'intruse dans son quotidien et le torture de l'intérieur pour qu'il se taise. Nous transmettons à M. Ali que sa description de sa relation avec cette femme djinn semble peu commune avec les versions traditionnelles. M. Ali acquiesce. Oui, il a une relation toute particulière entre lui et cette femme djinn, ce qu'il ne s'explique pas lui-même. C'est pourquoi il n'a finalement jamais consulté ce guérisseur dont nous avions pourtant trouvé les coordonnées. Ainsi, le vécu de possession rapporté par M. Ali ne s'avère pas conforme à la représentation culturelle. Il ne répond pas non plus aux critères d'un trouble psychotique. Il s'agit maintenant d'investiguer si ce vécu de possession prend sens dans un trouble dissociatif d'origine post-traumatique. Au jour d'aujourd'hui, les études témoignent de la présence des symptômes principaux de la dissociation à travers le monde sur les 5 continents, notamment auprès de populations polytraumatisées par la guerre, des populations répondant aux critères du trouble dissociatif de l'identité et ou rapportant un vécu de possession. Les 5 symptômes principaux de la dissociation retenus pour la recherche sont l'amnésie dissociative, la dépersonnalisation, la déréalisation, les troubles de l'agentivité et finalement l'altération de l'identité. Et les conclusions sont que ces 5 symptômes permettent d'évaluer les troubles dissociatifs dans le monde entier, malgré les différences culturelles de leur expression clinique. Bien sûr, comme pour toute activité de recherche à l'échelle internationale, beaucoup de prudence est nécessaire afin de minimiser les risques d'ethnocentrisme, donc de projeter sur l'autre nos propres normes et représentations, ou son risque contraire, celui du culturalisme, c'est-à-dire tout expliquer à partir du particularisme culturel. Plus spécifique à l'étude de la dissociation, il y a bien sûr le débat sur ce que pourrait être une définition interculturelle ou universelle du soi. La représentation d'un soi individuel est aussi très culturellement située, occidentaux-centrée, puisque l'on retrouve des définitions et des contenus différents en psychiatrie comparée dans des cultures dites plus collectivistes, dans lesquelles le soi considéré sain est éminemment relationnel, collectif, toujours en lien. Ou encore, si le soi fragmenté évoque une pathologie psychiatrique en Occident, dans d'autres cultures, le soi est appréhendé comme pouvant transiter entre différents états, se transformer ou connaître des discontinuités, également en interaction avec des forces invisibles. Ou citons encore que la dissociation ne s'entend pas exclusivement comme liée au trauma,
puisqu'elle apparaît par exemple sous la forme de phénomènes de transe lors de rituels spirituels et socialement inscrits, qui ne doivent bien sûr pas être pathologisés à tort sous le prisme de la dissociation en psychiatrie. Et pour bien différencier, faisons un petit détour par le phénomène de la possession, puisqu'une partie importante des recherches en troubles dissociatifs dans le monde se centre sur des échantillons de personnes rapportant un vécu de possession, comme M. Ali. La possession spirituelle peut être entendue comme un état dans lequel un individu se comporte comme s'il était habité par une entité externe à soi et contenant cette expérience d'être agi par cette entité. Elle est largement documentée dans la littérature anthropologique en tant qu'activité ritualisée et institutionnalisée. Et la majorité des états de possession que l'on peut observer dans le monde ne sont pas pathologiques, et l'institution rituelle à des états modifiés de conscience, associés à la possession, ont été observés dans pas moins de 450 sociétés culturelles sur les 5 continents. Ce qui nous intéresse ici est son pendant pathologique, vécu en delà des représentations culturellement partagées et de leurs fonctions culturellement ancrées, tel que le vécu de possession unique en son genre que nous rapporte M. Ali. Ces vécus de possession pathologique peuvent être l'expression d'une pathologie dissociative, c'est-à-dire d'une souffrance post-traumatique qui s'est développée des suites de mécanismes dissociatifs. La majorité des auteurs étudient le lien entre possession et dissociation au travers du concept de la dissociation des suites des travaux de Janet, donc dissociation structurelle, entendant par là une personnalité divisée en parties. Janet lui-même évoquera que la possession peut être l'une des interprétations auxquelles le patient a recours pour donner sens à ces intrusions de matériel traumatique anxiogène et incompréhensible. Formulons cette hypothèse ainsi. Face à l'angoisse, à l'inexpliqué et au vécu de perte de contrôle de soi, le patient a besoin de sens et le recherche. Pour ce faire, il puise dans les matériaux de signification offerts par sa matrice culturelle de quoi donner sens à l'étrange qu'il habite. Dans les cultures à tradition de possession, cette dernière peut donc être une explication sensée. C'est ainsi que certaines possessions revêtent un statut d'interprétation culturelle à un vécu de dissociation. Les recherches concluent à une bonne discrimination entre des manifestations culturellement et socialement situées, dites possession traditionnelle, et celles qui découleraient d'une pathologie dissociative, dite possession pathologique. Et cette distinction est bien entendu essentielle. Beaucoup de recherches mettent en évidence la corrélation entre l'exposition au trauma, la présence de symptômes dissociatifs et une expérience rapportée de possession. En ce qui concerne la variété des symptômes rapportés dans la possession pathologique, le plus cité est celui du vécu de remplacement du moi intérieur, des rêves étranges, une pensée influencée par une force externe, un comportement contrôlé par une force et des pertes de mémoire. La moitié des participants rapportent des évanouissements ou étourdissements et des douleurs somatiques. Entendre des voix est rapporté dans la majorité des cas de possession pathologique. Donc, décontextualisé de la matrice culturelle de la possession, le parallélisme avec les 5 symptômes fondamentaux de la dissociation est parlant. Au jour d'aujourd'hui, la recherche se tourne davantage sur la recherche qualitative, dans laquelle il s'agit de demander aux personnes souffrant de troubles dissociatifs, et plus particulièrement de troubles dissociatifs de l'identité, de décrire leur propre vécu de leur fragmentation de l'identité. Le focus est mis ici sur la phénoménologie du patient, et les études mettent en lumière le rôle des croyances spirituelles dans la construction narrative de ce vécu de fragmentation. Soulignons pour finir que dans le DSM-5, le tableau clinique du trouble dissociatif de l'identité
admet des présentations culturellement codées et notamment dites à forme de possession en tant que variante culturelle de l'expérience de la perturbation de l'identité. Revenons à M. Ali. Tous les éléments que nous avons visités permettent de conceptualiser le vécu de possession de M. Ali comme l'expression d'une souffrance post-traumatique de nature dissociative. Le trouble dissociatif de M. Ali s'est conceptualisé sur l'étayage de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité de Van der Hart, Nijenius et Steele. L'expérience suggère que cette théorie est particulièrement pertinente pour co-construire des représentations partagées de la division de soi entre thérapeutes et patients de diverses cultures. Bien sûr, la présentation de la théorie dépasse largement l'objet de ce podcast et c'est d'ailleurs le thème d'un podcast précédent. Je n'en évoquerai ici que les principaux concepts pour notre propos. Monsieur Ali nous dit « Vous êtes comme ma famille. Une partie de moi voudrait tout vous dire. J'aimerais vous montrer qui je suis vraiment, ne pas rester seule avec ça. Mais elle ne veut pas et me fait mal. » La femme djinn peut ici être conceptualisée comme une partie dissociée, à première vue animée par des affects colériques, contrôlante et maintenant la dissociation, œuvrant à ce que M. Ali ne partage pas le matériel traumatique du passé. Cette partie contrôle intruse le système sous forme d'hallucinations acoustico-verbales, de sensations somesthésiques qui sont éprouvées comme douloureuses, sous la forme de coups de poing de l'intérieur. Pour M. Ali, ce vécu de division et d'intrusion prend sens dans une conception de relation de possession par une femme djinn. Il s'agit de co-construire un modèle explicatif de la maladie et du soin qui soit commun aux patients et aux thérapeutes et qui permette d'articuler pour M. Ali le modèle culturel explicatif par la possession et son propre vécu subjectif de division unique avec cette femme djinn, et pour la thérapeute, articuler la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité et les concepts transculturels qui constituent ces étayages professionnels. Au travers de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité et du concept de la dissociation qu'elle modélise, nous pouvons conceptualiser l'articulation entre ce qu'on pourrait prendre pour des invariants psychiques universels, ici la dissociation, et le particularisme culturel, ici une femme djinn, qui donne forme à cette dissociation. En accord avec la théorie, je propose de soutenir le patient dans sa discussion avec la femme djinn pour demander la diminution des maltraitances. Mais la femme djinn s'oppose à ce dialogue et inflige à M. Ali des coups toujours plus forts pour faire cesser la discussion. La théorie invite à recontextualiser cette fonction de contrôle apparemment agressive comme une stratégie initiale de faire face au trauma, une première intention positive de protection qui malheureusement serait devenue dysfonctionnelle avec le temps. Donc, j'interroge les éventuelles bonnes intentions sous-jacentes de cette djinn. C'est là que M. Ali fait un pas de plus dans le partage de son vécu. Cette femme djinn et lui ont une relation d'amour de longue date. Elle l'a protégé dans les pires moments de sa vie. J'ai souvent été mis à genoux, dit-il, mais je n'ai jamais supplié. Il partage ainsi plusieurs traumas et finira par nous relater le plus terrifiant pour lui, sa séquestration dans une prison clandestine, assistant chaque jour à l'assassinat violent de ses codétenus. Et il nous raconte, je cite, « Un jour, les 3 geôliers l'ont saisi lui, terrifié. Il sentit la djinn intervenir et l'emmener, et il la laissa faire. Il nous dit et mime, «
Elle était accompagnée de sa garde royale et de 80 soldats. Elle m'a dit de ne pas avoir peur, je ne voyais plus rien. Elle a murmuré à mon oreille « Ne me touche pas » et ma bouche l'a dit au geôlier. Il m'a giflé, je suis tombée au sol en saignant du nez. Les geôliers nous ont jetés dehors et on a pu se sauver. Que nous dit là M. Ali sous le prisme de la dissociation? Il relate une discontinuité de la conscience avec une amnésie, y compris semesthésique car il n'a pas senti la gifle, et une perte du contrôle exécutif jusqu'au moment où il revient à lui une fois à l'extérieur de la prison. Il décrit un épisode de dissociation durant lequel la femme djinn joue un rôle déterminant de protection. Protection psychique d'abord, de par la dissociation péritraumatique, mais aussi une protection externe. Les possédés font peur, et cette manifestation a possiblement dissuadé les geôliers et donc sauvé la vie de M. Ali. M. Ali décrit donc des discontinuités de la conscience et des amnésies, y compris semesthésiques relativement aux coups reçus lors de ce trauma, mais aussi lors d'autres événements de passage à tabac par le passé. Notre hypothèse de travail est que ces violences vécues soient justement le matériel traumatique dissocié à l'origine de ces reviviscences semesthésiques actuelles. M. Ali décrit comme des coups de l'intérieur donnés par cette djinn. Cette djinn qui fait face aux agresseurs en prenant la place de M. Ali dans son propre corps. Ce recadrage positif des intentions de la femme djinn va ouvrir une nouvelle possibilité de dialogue avec elle, qui se manifestera pour la première fois lors de l'intervention de la thérapeute qui dit « Je m'adresse avec respect au djinn et vous demande de bien vouloir ne pas punir M. Ali pour nos discussions, car il dit aussi beaucoup de bien de vous. » Thérapeute et interprète observent alors un changement de partie de personnalité, un switch, sans équivoque. Le différentiel quant à l'éprouvé contransférentiel est clair. Cette partie dissociée nous regarde sous des traits que la thérapeute et l'interprète n'avaient jamais observés de M. Ali. La thérapeute demande qui elle est. Ce visage sourit et avec une voix et une discursive qui ne sont pas celles connues de M. Ali, dit « Je sais que vous êtes une bonne personne, mais ne me dérangez pas. » Le visage observe, il y a des ricanements, puis « Vous vous marieriez avec un homme qui a un djinn ?» La thérapeute dit « Non. » Le visage s'apaise, thérapeute et interprète assistent à un autre switch. M. Ali revient à lui tel qu'il est connu, calme, orienté. Il explicite savoir que la femme djinn est intervenue, mais n'avoir pu ni voir ni entendre ce qu'elle a fait, et se soucie de si les intervenantes vont bien. M. Ali présente une amnésie partielle de l'épisode et confirme avoir perdu le sens de l'agentivité, fonction exécutive reprise alors par la femme djinn, à ses dires. Le « non » en position basse de la thérapeute est étayé par l'hypothèse que la femme djinn endosse une fonction protectrice sous la forme d'une relation d'amour avec le patient qu'il ne s'agit en aucun cas de contrarier, mais bien de médier. Cet entretien a inauguré une nouvelle évolution de M. Ali dans son rapport à cette femme djinn et à lui-même. Depuis, progressivement, il ne décrira plus son vécu de switch comme une possession depuis l'extérieur, mais comme une prise de place à l'intérieur de lui en disant « Elle prend ma place », un peu comme aux commandes de moi. Ici, le patient glisse d'une représentation traditionnelle de possession, avec un esprit externe qui agit, à celle d'un type de cohabitation, une entité un peu confondue avec lui. Ce glissement du modèle explicatif selon le patient s'éloigne bien sûr toujours plus de la représentation traditionnelle. M. Ali va progressivement s'approprier ces différents états, ce qui s'inscrit dans un processus global d'intégration, comme lorsqu'il finira par dire « J'aime m'évader avec elle dans l'autre monde, surtout quand je me sens triste,
et parfois je ne veux pas venir vous en parler. Montrons-nous curieux envers les patients rapportant des expériences de possession, car s'ils nous en parlent prioritairement à nous, nous thérapeutes d'une autre culture, nous qui ne sommes ni officiants religieux, ni chamans, ni tradis praticiens, c'est que peut-être la possession est vécue avec quelque chose comme de hors norme, sûrement implicite encore, qui inviterait le clinicien à investiguer la dissociation. Finalement, cette étude de cas nous permet de revenir aux principes fondamentaux de l'évaluation des troubles dissociatifs, non seulement en contexte interculturel, mais aussi dans la population clinique générale. Une des figures de proue de la recherche sur dissociation et culture est sans doute M. Vedat Sar, professeur de psychiatrie à l'Université d'Istanbul, chercheur et thérapeute, éminent spécialiste en épidémiologie des troubles dissociatifs. Je propose de synthétiser ses conclusions sous la forme de 3 principes fondamentaux. Premièrement, en clinique, la dissociation représente les conséquences transdiagnostiques du stress du début de la vie. Elle doit donc être appréhendée comme un indicateur de la nécessité d'une intervention tenant compte du trauma, quel que soit le diagnostic. Deuxièmement, il s'agit de toujours évaluer les symptômes fondamentaux de la dissociation dans tous les troubles, y compris la psychose, et dans tous les contextes, y compris de migration, de minorités culturelles ou religieuses. Finalement, la pathologie dissociative est souvent cachée derrière une présentation polysymptomatique comprenant des présentations culturellement façonnées. Arrêtons-nous sur ce dernier principe. Il y a donc un décalage entre d'un côté la psychopathologie usuelle qu'on s'attend de voir pour évaluer un trouble dissociatif, notamment les 5 symptômes de base, et de l'autre côté, ce qui est effectivement présenté aux cliniciens, et notamment des manifestations culturellement spécifiques telles des possessions, des crises, des transes, des intrusions de forces externes, d'autres formes de souffrance ou de maladies de l'esprit ou du corps culturellement représentées. Vedat Sar explicite cette nécessité de traverser ce qu'il nomme la fenêtre diagnostique, c'est-à-dire apercevoir sur cette surface clinique les indices en faveur de symptômes de dissociation dissimulés en dessous et qui constituent l'objet de la réelle investigation. La nature intrinsèque de la dissociation reste souvent cachée, car elle est la résultante de la non-réalisation. Elle est constituée d'évitement, de déni, des émotions négatives, des souvenirs douloureux. Les symptômes fondamentaux de type amnésie, confusion identitaire, déréalisation sont intrinsèquement porteurs de difficultés pour le patient de donner sens et de s'exprimer. Cette complexité s'agrandit encore avec la forte variabilité que revêt l'expérience subjective de la dissociation. Car en effet, pour la personne, la culture, les croyances spirituelles, le contexte social, les modèles explicatifs vont fortement influencer la manière dont l'individu va traiter ses émotions et ses symptômes de trauma. Les patients rapportent leur propre éprouvé de ce que sont les intrusions, que sont ces images qui reviennent devant leurs yeux, mais aussi de la dépersonnalisation. Sortir de son corps peut revêtir toute forme d'explication selon la culture. Ou le vécu de changement d'agentivité. Des phrases comme « ce n'était plus moi » ou « quelque chose a pris le contrôle de moi » sont très connotées culturellement. Et finalement, c'est bien ce qui nous intéresse en clinique. L'essentiel réside toujours dans l'expression singulière de l'individu. Comment il se sent un ou plusieurs, comment il éprouve la fragmentation en lui, comment il ressent ou pas qu'il est au contrôle ou que quelque chose d'autre en lui, hors lui, est au contrôle. C'est bien ça que l'on veut comprendre. En conclusion, l'étude des troubles dissociatifs sont d'une importance capitale
pour une psychiatrie sensible à la culture. Et s'il se confirme qu'il représente un indice 30 diagnostics des conséquences du trauma, alors le développement d'une clinique universelle du trauma serait moins perçu comme un risque que comme une opportunité. Pour les personnes intéressées, la vignette clinique de M. Ali présentée dans ce podcast est tirée d'une étude de cas, objet d'un chapitre dans l'ouvrage collectif sous la direction du président de l'AFTD, M. Éric Binet, Évaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité chez Duno 2022. J'espère que cette présentation a pu vous plaire et vous intéresser à cette articulation entre dissociation et culture. Je vous dis au revoir et tout de bon à vous. Merci beaucoup. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequiec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Sandra Mazera et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Lini. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. C'était le dernier épisode de la saison 2 de notre podcast Dissociation, au pluriel. Nous vous remercions de votre écoute, vos retours enthousiastes depuis 2 ans et vos nombreux partages à vos proches et jusque sur les réseaux les plus sociaux pour que ce podcast atteigne le plus grand nombre. Prenez soin de vous et à très vite avec l'AFTD pour toujours plus de créativité.